Et moi, j'ai fini ma dernière note au conservatoire et j'étais d'une tristesse mais infinie parce que j'ai fini, j'ai dit putain, ben voilà, je suis arrivé au bout de mes études, je joue pas comme je veux, je suis pas heureux du tout et j'avais plein de blocages, quoi, mais des blocages de ouf et je me sentais complètement empêché, quoi. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'Arthur, qui est trompettiste professionnel. C'est le but de ces vidéos un peu documentaire portrait. Partir rencontrer des créateurs, des créatifs, des gens qui vivent de leur art, de leur passion. Le premier sujet, c'est Arthur Escriva. Il est trompettiste professionnel. Du coup, on va s'intéresser à son parcours. On va s'intéresser aussi au concert qu'il est en train de préparer, qui va se jouer en fin de semaine. Mais on va essayer aussi de remettre en question les a priori qu'on peut avoir sur la musique classique, les préjugés qu'on peut avoir sur les gens qui la pratiquent. Bref, ça va être le but de ces vidéos. Si jamais ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Je m'appelle Ken Holoper. Partons à la rencontre d'Arthur. C'est parti. Il reste combien de temps? Une demi-heure. Et le public rentre dans 10 minutes. Du coup, faut faire la mise. C'est-à-dire on met tout. Avec pad, pédale, on fait en sorte que tout soit prêt à jouer. Et on plie beau. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du parcours que tu as avant de devenir musicien. Moi, j'ai vu Whiplash. Count again. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Rushing or dragging? Rushing. So you do know the difference. J'ai cette image des écoles de musique. Quelle image t'as, qu'est-ce que tu as retenu du conservatoire parce que tu as fait ça depuis très jeune? Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu? Bah, moi j'ai commencé à 4 ans, ce qui était déjà très jeune. J'ai fini le conservatoire de Paris à 21 ans. Donc j'étais en études pendant 17 ans. Je me rappelle être un geek de PES sur la PSP. Alors, je sais pas si tu te rappelles ça. Et un jour me dire bon ben ça y est, j'ai assez geeké sur PES, je l'arrange. Et puis ça a été un déclic et là je me suis mis à bosser un peu comme un ouf, quoi. Et quand je dis comme un ouf, je travaillais avant d'aller au collège, je travaillais entre midi et 2, je travaillais le soir. Donc à l'âge de 12-13 ans, je faisais 4 heures de trompette par jour, quoi. Donc les progrès, ils ont forcément été cool. Et puis après, on commence à te dire, ben, tu peux en faire ton métier. Donc tu commences à y croire, forcément. Du coup, j'ai commencé dans ma ville natale à Groyer. Ensuite, je suis allé à Toulouse. Je suis rentré au conservatoire, j'avais 11 ans. Ensuite, au lycée, je suis allé vivre à Toulouse pour suivre une espèce de sport-études version musique. Du coup, tu étais en internat. Ouais, j'étais en internat. Donc à 16 piges, tu étais déjà plus chez tes parents, etc. Moi, je suis parti à 15 ans, ouais. Et ma dernière année de terminale, je vivais à moitié entre Toulouse et Paris. Je prenais les trains de nuit mardi soir. J'avais cours toute la journée à Paris le mercredi. Je rentrais dans la nuit et j'ai fait ça pendant 1 an. Et à 17 ans, je suis venu vivre ici à Paris. J'ai d'abord été au CRR, qui est le conservatoire de région rue de Madrid, pour préparer un peu ce concours du conservatoire de Paris, qui est une des plus grosses écoles avec Lyon. Et puis bon, là, mon expérience, elle a été un peu... d'un côté, elle a été extraordinaire. J'ai rencontré tous mes potes actuels. J'ai vraiment affiné sur ce que je voulais faire aussi dans ce métier. Mais ça ne correspondait pas forcément aux standards de l'école. Qu'est-ce qui correspondait pas aux standards? Tes attentes ou ce que tu avais envie de faire? C'est un endroit où on nous demande d'avoir énormément de tempérament. Il faut parfois s'imposer. Et moi, c'était un truc, j'en avais peut-être trop, où il n'était pas au bon endroit. Enfin, nous, on a quand même un parcours qui est jalonné d'examens qui sont durs, quoi. Assez protocolaires comme études. Et moi, j'ai fini ma dernière note au conservatoire et j'étais d'une tristesse mais infinie parce que j'ai fini, j'ai dit putain, ben voilà, je suis arrivé au bout de mes études, je joue pas comme je veux, je suis pas heureux du tout et j'avais plein de blocages, quoi, mais des blocages de ouf et je me sentais complètement empêché, quoi. Non, c'est pas mal. Il y a le régisseur de salle qui nous a dit que c'était bon, donc normalement c'est bon. Alors c'est ça, on aura un arc rouge, comme l'affiche
qu'on a réussi à créer. Nous, on va naviguer un peu dans cet espace. Il faut qu'on voit comment on fait avec les pupitres ici. Aujourd'hui, la journée type, c'est là, on fait 4 heures de répé. Demain, on en fait 7. Demain soir, il va falloir aller aider l'équipe Seno pour le tapis de danse. Mais là, tu vois, j'ai pas de temps pour le travail perso trop. T'arrives, tu joues. Et ça, je le ferai mercredi. S'il y a des choses encore qui marchent pas trop, là, je peux recevoir un coup de fil qui me dit pour les places vendues, on n'en a pas assez, comment on fait, il faut faire la com et tout. C'est un projet classique dans la forme, dans le sens où on fait un concert dans une salle qui fait des concerts. Tu vois. On a des musiciens sur scène qui jouent de la musique, mais quand il faut vraiment le définir pour des gens qui font pas ça, je dis souvent que c'est la musique de fin des épisodes de Grey's Anatomy, tu sais. Et quand il y a la voix off un peu pourrie qui dit alors là, il va se passer ça, et bien il y a quand même une musique qui est très simple et qui s'apparente un peu à ça. Et le TPE est en panne, uniquement en espèces. Tu le crois ça? Oh putain, oh là là. T'en penses quoi si je joue et je chante en même temps? On essaye au début. Et il y a un endroit aussi où on rajoute 2 mesures. Du coup, on double les 2 premières mesures de cas, c'est ça? Tu vois, là, je vous ai vu en répétition, je vous ai préparé un spectacle, etc. On vous demande de jouer des pièces où il y a énormément d'émotions, où il y a beaucoup de tension, parfois il y a de la tristesse clairement dans ces morceaux. Et à côté de ça, on vous demande, du coup, quand tu parles de tes études, d'anesthésier votre personnalité, vos émotions, ou en tout cas de les réguler. Ouais, en tout cas de savoir les mettre au bon moment, au bon endroit. Mais c'est ce qui est le plus dur, hein. Parce qu'on fait un métier qui est extrêmement intime. Quand tu es seul sur scène avec ton instrument, il y a plein de gens qui disent que la scène c'est un espace libérateur et tout, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pour nous qui font ça depuis qu'on est tout petit, tu es confronté à un stress qui est énorme, et je le vois maintenant que je suis prof et que mes élèves sont parfois morts de trucs. Je me dis, mais c'est pas normal. À l'orchestre, tu fais partie d'un groupe de 120 personnes, donc tes états d'âme et tout, tu les mets de côté, tu es là pour le groupe, quoi. Donc ça fait parfois des personnalités où les gens sont très techniques, ils ont une vision très léchée du jeu instrumental, où ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Moi, je sais que ça ne me correspond pas trop. Déjà parce que moi, je sais que j'ai une manière de gérer mes émotions qui n'est pas du tout encore acquise, et que parfois, c'est trop, quoi. Et que la scène devient l'endroit où tout se cristallise, quoi. Et le problème, c'est que quand ça se grippe, quand tu es sur scène, après, tu as peur d'y retourner. Quand tu as peur d'y retourner, tu trouves des subterfuges pour ne pas y retourner. On est nombreux, on a été nombreux à prendre des bêta-bloquants. Enfin, Quoi? c'est des médicaments qui calment ton rythme cardiaque, parce que quand tu stresses, forcément, ton rythme cardiaque s'emballe, tu as les mêmes mois, tu as le souffle coupé, et il y a des médocs pour aider à jouer, quoi. C'est ouf. Mais énormément de musiciens en ont pris et en prendront encore, tu vois. Et parce que je pense qu'on était un peu pressés. On a vu au bout d'un moment, on se disait quand est-ce qu'on rentre, mais je pense qu'on aurait dû jouer quoi. Non, c'est vachement réussi. Ça crée. Un mal-être. Non, mais j'ai rendu l'iPad à Kael, je me suis dit putain, faut pas être cardiaque. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des moments où vous dites là, ça va être chaud? Du début À la fin. Puis cette façon de gérer mes émotions, elle sera jamais acquise avec mon instrument, tu vois. Et c'est hyper ok, et je me sens bien quand je me sens vulnérable aussi sur scène, tu vois. Et d'où là ce qu'on est en train de faire, de créer des moments de vulnérabilité où on est tous sur scène, on se met en jeu tous et on voit ce qui se passera, quoi. Mais c'est là que c'est trop bien, c'est quand tu vas un peu à l'essence de ce que ça veut dire de monter sur scène, pourquoi tu le fais, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça raconte de toi. Et c'est ça qui est trop bien dans nos parcours et qu'on n'évoque pas assez, quoi. Parce que vraiment, monter sur scène, ça veut dire quelque chose, hein. C'est étrange de se mettre dans cette position de vulnérabilité. Ça demande du courage, mais ça demande... Ça demande du courage, ou alors ça demande une urgence que des gens ne saisiront pas. C'est qu'il y a des gens qui ressentent une urgence à dire ce qu'ils ont à dire, à faire ce qu'ils ont à faire. Ça plaît ou ça plaît pas, en fait, il y a un plaisir qui est très égoïste aussi, hein. Tu montes sur scène pour un peu montrer ton travail, et ça fait partie de nos métiers aussi. Mais il y a un moment, si tu lâches pas prise quand tu montes sur scène, tu passes une très mauvaise soirée, hein. Donc, mais il y a des jours où la vie fait que tu n'arrives pas à lâcher prise, et
Là, il faut apprendre à gérer comment tu vas faire ton concert, tu vois. On commence les balances. Donc on voit comment ça sonne sur scène et ce qu'il faut adapter. Ça va aller. Oui, jusqu'à D quoi. Moi je viens faire C. Est-ce que tu pourrais me parler d'un des plus gros challenges que tu as eu dans ta vie? Waouh. Moi j'ai eu un moment, et c'est un peu je crois ce qui a amené aussi qu'on se rencontre, et quelques semaines avant mon prix au conservatoire du coup qui est le grand moment, tu arrives, tu fais ton récital, c'est la fin de tes études, tout ça, c'est un moment assez important. J'ai commencé à avoir des problèmes aux oreilles, j'en ai toujours eu, tu vois. Je suis allé voir un sombre ORL qui était un sombre con d'ailleurs, qui m'a dit bon mon gars, profites-en parce que dans 3 ans tu vas être partiellement sourd, ou en tout cas qui me dit que c'est une maladie qu'on appelle autospongiose exactement. Et qu'en gros, petit à petit, mon oreille un peu va se dégrader et que ça va amener à une surdité partielle, voire totale, mais que par contre, on ne peut pas le prédire dans le temps, quoi. Ça fait partie des virages, tu vois. On dit, bon, ben là, et ta vie après un virage. C'est quelque chose qui est assez tu dans le milieu, ça fait peur à tout le monde. La conclusion, c'est que c'est pas de l'autospongiose, mais en gros, j'ai un problème. Tu sais, l'os de l'oreille, c'est même pas le petit ongle. Hein. Ouais. Et c'est une chaîne d'os qui est hyper fragile. Tu reçois le son, ton tympan vibre et ça transmet à ton cerveau, hyper schématiquement. Il s'avère que moi, dans ma transmission, j'ai un problème et que j'ai un os qui bloque un peu la transmission. Ce qui fait que j'entends, j'ai perdu 50% à gauche. Donc moi je considère que c'est quand même un petit handicap dans le métier que je fais, tu vois. Mais par contre je me suis dit, je pars pas, en gros je change pas de métier sans avoir fait tout ce que je pouvais faire, tu vois. Ça t'a mis une énergie en fait, une motivation. Ouais, ça m'a mis une énergie, mais je me suis rendu compte 1 an et demi après qu'il était négatif, tu vois, parce que je voulais tout faire. 2 ans après ça, donc je faisais, ma plus grosse saison, j'ai fait 200 concerts. Enfin, franchement, c'était n'importe quoi. Et ça a mené à un moment où on a un direct à la radio, on est le 1er juillet, c'est la fin de ma saison. Après, je suis 1 mois en vacances et j'attends que ça parce que je suis épuisé, tu vois. On jouait à 16h, à 16h12, j'étais en vacances, tu vois. Et je me dis, putain, allez, que ça tienne, que ça tienne. Et j'ai fait ma première crise d'angoisse sur scène et je me suis retrouvé là, comme ça, quasi paralysé, mais en quasi direct à la radio, tu vois. Et je dis à mes potes, les gars, je vais pas pouvoir jouer. Et là, j'ai 1 heure et demie de black, mais complet. Hein. Genre, je suis aux fraises. T'as fait un malaise ou même pas? Ouais, j'ai fait un malaise, mais je me rappelle pas du moment où je le fais, je me rappelle pas ce qui se passe. On t'a dit que t'es tombé, Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me réveille 1 heure et demie après. Ah ouais, vraiment shutdown du cerveau. Ouais, je me réveille 1 heure et demie après à Cochin, tu vois. Mais franchement, sur un espèce de brancard avec juste ma chemise de concert, tu vois. Là, je me suis dit qu'il y avait un problème quand même et qu'il fallait que je m'occupe de tout ça. Ouais, ça a quand même été le début de 3 mois de crise d'angoisse. Vraiment, à chaque fois que je faisais un concert, je me tapais de ces angoisses de ouf. Tu me dis si je suranalyse trop, mais est-ce que c'est lié aussi au fait qu'il y a forcément énormément de concurrence dans ce milieu? Du coup, tu as toujours envie de garder ta place. Que tu as un statut d'intermittent, donc en fait il faut bosser, il y a des cachets à faire, donc ceci. Est-ce qu'il y a ce truc un peu de mécanique, tu sais, qui t'amène à vouloir toujours faire plus? Bah, j'ai envie de te dire oui, mais en même temps, ce serait trop simple sans dire me faire passer pour victime, mais c'est moi qui ai choisi de faire les 200 concerts. Hein. Ouais. Mais ça a quand même amené de manière très brutale un désamour de mon instrument qui a été immédiat, tu vois. Les 3 mois après, à chaque fois que je sortais ma trompette, tu vois, que j'ouvrais mon étui, j'avais des espèces de bouffées de chaleur, j'ai souvent pleuré, tu vois, mais sans comprendre pourquoi. Et ça allait très bien, je me lève, j'ouvre ma boîte, je suis là, et limite à plus savoir la tenir, tu vois. Enfin non, c'était assez... Ouais, c'est quand même brutal, quoi. Et c'est ton corps qui dit, ok, c'est cool, hein, mais là, c'est fini, quoi.
C'est ouf l'état dans lequel ça met. Cet instrument que tu as choisi, tu vois, genre quelque part on le connaît tous, genre il est hyper visuel, mais c'est pas du tout l'instrument que tout le monde choisit, quoi, tu vois. Non, Tu as une c'est- impression que t'es limité rapidement avec Ouais, quelques c'est quatre touches, etc. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans la trompette, quoi? Ouais, franchement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, j'ai un rapport assez sain avec mon instrument. Plus je m'éloigne de la manière dont on m'a appris à jouer, plus je m'éloigne des styles que j'ai toujours joués, et plus je me sens mieux et plus je me sens libre. Ma trompette, c'est ma manière de m'exprimer. Ma trompette, c'est un outil comme un autre. C'est un moyen et qui m'a permis de faire plein de trucs, qui me permet de faire plein de trucs, de rencontrer plein de gens, de faire des projets trop cool et surtout de travailler dans des endroits de fou. Entre la surexigence, la surdifficulté que j'avais en études et ce qui est vraiment dans ce métier, il y a un gap qui est énorme. Il y a un gap qui est énorme et je préfère être frais dans ma tête. À choisir entre un après-midi à travailler ma trompette et aller voir une expo et boire un café avec des potes, je vais boire un café avec des potes, je vais voir une expo mais 100 fois parce que juste je me sens mieux après, tu vois. Mais je sais que c'est une relation dont il faut prendre soin, tu vois. La relation avec mon instrument, j'en prends super soin parce qu'elle est fragile, que c'est aussi un endroit et un objet qui peut cristalliser énormément de frustration, d'envie et de tristesse, mais aussi de joie et de bonheur. Donc ouais, il faut en prendre soin, quoi. Mais je sais qu'il y aura une fin et franchement, là si tu m'avais dit il y a 10 ans en arrivant à Paris que j'aurais fait autant de choses que je voulais faire, tu vois. Franchement, je t'aurais dit, bah, je signais direct. Et même avec les merdes qu'il y a eu, j'aurais signé quand même direct, tu vois. T'es fier de toi là-dessus? Wow, putain, ça c'est pas des questions évidentes. Je t'ai dit on finit par des questions calmes et tout. Putain. Je t'ai fini par un t'es fier de toi. Ouais. Ouais, je crois. Ouais. Non, trop bien. On va boire un Bon, café? c'est cool. Ah ouais, de ouf. Merci mec. Bah non, mais merci à toi, hein, franchement. Trop bien. J'ai hâte de te montrer ça. Tu peux tout garder. Hein.